Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous dans Politique sous influence. On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio avec moi Juliette Briens. Bonjour à vous. Bonjour. Tout ce qui se trame sur les réseaux sociaux, les influences cachées sur la politique, les coulisses de la politique au programme aujourd'hui. On va vous proposer dans un instant les buzz de la semaine, des influenceuses russes qui pleurent. On va vous parler aussi des réactions sur les réseaux au programme d'Emmanuel Macron évidemment. On va parler de la corruption. Ça c'est l'autre coulisse, beaucoup moins enviable de notre pays. On va en parler avec un magistrat qui lance une campagne contre la corruption en France. Nous allons parler des risques qui pèsent sur notre élection présidentielle, Juliette, puisque notamment tout le monde craint une ingérence étrangère sur cette élection présidentielle en 2022. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité? On va demander à un spécialiste. Et juste après, Juliette, notre invité, c'est le chef d'une des campagnes politiques les plus efficaces sur les réseaux sociaux. C'est le responsable de la stratégie numérique de la France insoumise. Les amis, attachez vos ceintures. C'est parti jusqu'à midi pour Politique sous influence. Et on commence avec les buzz de la semaine, Juliette, qui ont commencé eux-mêmes avec l'annonce très longue du programme d'Emmanuel Macron, programme présidentiel. Juliette, ça a duré plus de 4 heures et les réactions, elles, ont duré plusieurs jours. Oui, de nombreuses réactions. Un programme de techniciens qui se débarrassait d'une corvée, a estimé Marine Le Pen, ou encore une maltraitance sociale généralisée. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter. Mais pour les militants LR, c'est une autre musique. Ils ont volé notre recette. Pirates! Vous rappelez la pute Tipiak, effectivement. Ils étaient jaloux de quoi? Alors, y aurait-il un doublon? En tout cas, Valérie Pécresse elle-même semble le penser, puisqu'elle s'est exprimée chez nos confrères de France Inter. On l'écoute. Moi, présidente de la République, je ne le prendrai pas comme ministre de l'Intérieur avec 32% de hausse des violences, ministre de l'Immigration avec 272 000 titres de séjour délivrés, ministre de l'Énergie avec l'abandon du nucléaire, ministre de l'Agriculture avec le programme de la ferme à la fourchette, ministre de l'Économie avec 1000 milliards de dettes. Où voulez-vous qu'on le prenne ? Boulet de canon. Effectivement, boulet de canon, elle n'a pas aimé Valérie Pécresse. Elle n'a pas aimé en fait ce baiser de la mort que le président de la République Emmanuel Macron a tenté de lui adresser. C'est ça, le président de la République n'a pas exclu l'idée que Valérie Pécresse soit ministre du prochain gouvernement s'il est réélu. C'est ce qu'il a confié au journal 20 minutes, je le cite. Il faut rassembler tous les responsables politiques sincères qui partagent ce projet, qu'ils viennent de droite ou de gauche. Alors évidemment, ça a fait le bonheur de tous ceux qui clament que Macron et Pécresse c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, comme Éric Zemmour qui s'est offert ce tweet triomphal. Il nous dit l'aveu officiel. Emmanuel Macron vient d'avouer que Valérie Pécresse était bien la candidate cachée du macronisme. À 20h02, le 10 avril, elle appellera à voter Emmanuel Macron en espérant un poste. Mais Valérie Pécresse a répondu en tout cas en sortant le bazooka. C'était assez spectaculaire. Tiens, on en revient au programme, ma chère Juliette. Il y a une mesure particulière annoncée par Emmanuel Macron qui a fait rigoler aussi sur les réseaux sociaux. C'était bon enfant parfois. C'est pas celle à laquelle on pouvait s'attendre. C'est le chef de l'État veut renommer Pôle emploi en France Travail. Et ça, c'est un peu le genre de mesurette qui tend une perche à ses détracteurs, surtout en plein scandale McKinsey en ce moment. Il y en a beaucoup qui ont dénoncé un coup de com'. On est un peu habitué avec Emmanuel Macron. Par exemple, Florian Philippot qui dit rebaptiser Pôle emploi en France Travail, ça a été facturé combien par McKinsey? Alors on rappelle ce que c'est que McKinsey, sont des cabinets de conseil qui travaillent pour le gouvernement depuis le début de cette mandature et on reproche beaucoup au gouvernement d'avoir facturé les conseils de McKinsey assez cher pour parfois prendre des mesures qui ont été impopulaires. C'est notamment le cas de la baisse des APL de 5 €. Et on a aussi cette journaliste qui m'a fait beaucoup rire, une journaliste du Figaro qui s'appelle Océane Herrero. Elle s'est amusée à dire que son père, lui, disait toujours ANPE. Et je dois dire que le mien aussi. Effectivement, on a connu la NPE et l'UNEDIC. Ça avait donné Pôle emploi. Là, Emmanuel Macron a annoncé la fusion de Pôle emploi et des autres acteurs de l'emploi. Et ça donnera France Travail. Ça, c'était pour la présidentielle. Loin de la campagne présidentielle pour les buzz de la semaine, Juliette. Les premiers effets de la censure sur les réseaux sociaux en Russie, puisque les influenceuses russes se filment en pleurs. Instagram, это источник заработка. Вы глубоко ошибаетесь. Alors qu'est-ce qui lui arrive ?
Alors, elle s'appelle Karina Nigay. Elle a 3 millions d'abonnés sur Instagram. Donc, c'est un peu c'est une des plus grosses influenceuses russes de mode, de beauté. Elle a dû dire adieu à son compte Instagram. Elle a dû dire adieu à son compte Instagram. Pour quelle raison alors? Parce que depuis le début de la guerre, dont on n'a pas le droit de parler en Russie, le pouvoir russe a banni de nombreux réseaux sociaux occidentaux de Russie. Parce qu'elle accuse la société Meta, donc la société de Facebook et Instagram, de propager des appels à la violence contre la population russe en réponse à l'invasion en Ukraine. Depuis lundi, le réseau social Instagram n'est plus disponible en Russie sans VPN. Et des influenceuses en larmes comme Karina, il y en a eu plusieurs, puisqu'elles ont tout simplement vu leur outil de travail s'envoler. Tiens, on rappelle d'ailleurs ce que c'est qu'un VPN. C'est utile en France pour ceux qui veulent pirater. Je rappelle que c'est complètement illégal. C'est aussi utile pour ceux qui vivent en Iran ou en Russie, dans des pays extrêmement autoritaires où les réseaux sociaux sont interdits. Du coup, dans cette guerre de l'information, évidemment, on a des influenceuses qui pleurent. Le camp ukrainien s'est emparé de ces vidéos, Juliette. Oui, exemple avec ce compte Nexta, pratiquement 1 million d'abonnés sur Twitter, c'est un compte de propagande ukrainienne. Et en fait, il dénonce une insensibilité de la part de ces influenceuses face aux horreurs de la guerre. Je les cite, elles ne se préoccupent pas des milliers de personnes mortes, y compris ses compatriotes. La plus grosse inquiétude du moment est qu'elle ne pourra pas poster de photos de nourriture dans un restaurant. Voilà ce qu'ils ont tweeté concernant Karina Nigay, celle qu'on a entendue en pleurs à l'instant. Ça a provoqué une sorte de vague d'indignation en ligne, carrément. En tout cas, pour garder le contact avec leurs fans, il y a les VPN, c'est vrai, qui sont massivement utilisés. Ça vous permet de vous connecter de manière cachée. Exactement. On ne sait pas d'où vous venez, d'où vous vous connectez. Ouais. Mais certaines influenceuses se sont également adaptées. Elles utilisent désormais le réseau social Telegram, qui est un réseau social russe, et le V-Contact, ça c'est le Facebook russe. Un autre réseau social, c'est une manière aussi pour la Russie de reprendre le contrôle sur les échanges d'informations sur les réseaux sociaux. Du coup, le pouvoir russe n'entend pas réautoriser ces réseaux sociaux, Juliette. Non, vous savez que le prétexte à cette interdiction, on en avait parlé la semaine dernière, c'est une décision très décriée de Meta, donc Facebook, Instagram. La semaine dernière, ils avaient décidé de ne plus bannir les messages qui appelaient à la mort des envahisseurs russes ou des responsables politiques de l'invasion, une sorte d'indulgence à la haine. Ça avait causé un tollé et depuis, Meta est revenu sur sa décision, mais Facebook et Instagram restent interdits en Russie. En tout cas, il faut dire aussi que la guerre en Ukraine a déchaîné un certain nombre d'insultes et d'appels à la violence. On en est témoin aussi sur les réseaux sociaux de Sud Radio par moment. C'est particulièrement... Oui, ils sont revenus sur leur décision parce que je pense personnellement que la limite est très fine. Ils ont voulu évidemment exclure les civils russes de cette indulgence. Mais je pense que la limite est assez fine. Ça a dû être compliqué à gérer. Le bad buzz a été plutôt... De toute façon, le plus simple, c'est de se montrer bien élevé, de n'appeler à la mort de personne. Après tout, c'est pas nous qui devons faire ça. Allez, dernier buzz, il est beaucoup plus burlesque. Il a marqué cette journée du vendredi, c'est très touchant. C'est le philosophe et grand résistant Bernard-Henri Lévy. Il a tenu à nous raconter, la main sur le cœur, son acte héroïque à Odessa, en Ukraine, pour dénoncer l'invasion russe. On l'écoute. Le seul geste politique que j'ai fait là, vous le verrez dans mon reportage jeudi, c'est que j'ai inscrit sur une barricade de la rue principale d'Odessa les 3 mots de la devise républicaine française. Je les ai tagués moi-même: liberté, égalité, fraternité. Voilà le geste politique, le seul jusqu'à présent que j'ai accompli à Odessa. Vous verrez ça. Et quand Jean Moulin, Gavroche et Banksy forment une seule et même personne, Poutine n'a qu'à bien se tenir. Et, voilà, et les Ukrainiens sont absolument ravis de ce soutien forcené annoncé par le philosophe. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Politique sous influence revient dans quelques instants, ou plutôt dans quelques minutes. On va parler d'une autre influence, celle qui est occulte sur notre vie publique et politique. C'est celle de la corruption. Une association part en guerre contre la corruption en France. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Politique sous influence, les coulisses de la politique sur les réseaux sociaux et dans les tribunaux aussi. On en parle avec Juliette Brien, c'est notre invitée. Bonjour Yves Charpenel. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes ancien magistrat à la Cour de cassation. Vous êtes président d'Éthique Génération. Éthique Génération qui a lancé une campagne de communication que les Français peuvent découvrir sur les culs de bus, c'est comme ça qu'on dit, depuis quelques jours, où vous appelez les candidats
candidat à prendre des mesures contre la corruption. Vous nous révélez bien que la France est un des pays les plus critiqués de l'Union européenne sur le front de la corruption. Pourquoi ? Alors la France, c'est pas le pays le plus corrompu du monde, mais dans l'Union européenne, elle est régulièrement, et encore très récemment, critiquée fortement par la plupart de ses partenaires, non pas parce qu'elle a des lois qui ne sont pas suffisantes, aujourd'hui elles sont convenables, mais parce qu'elle ne les applique pas avec beaucoup d'énergie. Et nous sommes actuellement, par exemple, dans l'excellent étalonnage de Transparency International entre l'Uruguay et les Seychelles, par exemple. Ce qui est, moi j'ai rien contre ces deux beaux pays, mais tout de même, on se dit que tout le monde est contre la corruption, mais encore faut-il faire quelque chose de très concret. Et l'idée d'Éthique Génération, c'est d'aider les Français à avoir des données objectives sur les progrès qui restent à faire. Alors juste avant de rentrer dans le détail de vos demandes aux différents candidats et de vos propositions, de quel type de corruption on parle en France ? Alors on n'en parle pas beaucoup, à vrai dire. Ouais. Vous avez peut-être noté que dans la campagne électorale, jusqu'à présent, on n'en a pas parlé. Et pourtant, c'est une réalité. Elle touche en réalité à peu près tous les secteurs d'activité. Et c'est quoi comme type de corruption ? Eh bien, c'est le fait, par exemple, de truquer les appels d'offres. C'est le fait de favoriser par des cadeaux ou par des avantages indus des décideurs, publics ou privés, parce qu'il n'y a pas de corruption public ou privé, globalement. Et pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait deux côtés. Il y a celui qui paye et celui qui est payé. Et ça, du coup, c'est plus répandu en France que dans d'autres pays en Union européenne ? Alors, compte tenu du manque de violence de la réponse juridique, puisque tout ça est prévu par le Code pénal, qui normalement a prévu des peines très sévères, il arrive régulièrement en France, et on doit être les seuls, je pense, en Europe, à ce que des élus déjà condamnés pour corruption puissent représenter, être réélus. Ce qui est évidemment montre que la sanction de la corruption dans notre pays a beaucoup de progrès à faire. Juliette, une campagne de communication avec des slogans, il y en a un qui vous a fait tiquer ? Oui, simplement. Et si la première des insécurités, c'était plutôt la délinquance financière ? Est-ce que c'est la première, la délinquance financière en France ? Alors, il n'y a pas de critères objectifs pour savoir quelle est la première des insécurités. Mais c'est vrai que c'est une véritable insécurité, car si dans la vie économique de tous les jours, ça correspond pas qu'à des problèmes d'élus ou de décideurs publics ou privés, ça correspond à tous les citoyens. S'ils vont payer plus cher un certain nombre de produits, parce que les gens qui les produisent doivent payer des pots de vin, ils sont touchés directement, et c'est le cas dans un certain nombre de secteurs. Je pensais plutôt aux insécurités physique. C'était le rapport, ça c'est le seul. Mais c'est pour ça qu'on est provocateur. On n'a pas manqué de rappeler que le mot insécurité a plusieurs sens. Voilà. J'ai juste une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi responsabiliser les médias ? Parce qu'on a l'impression que les affaires de corruption qui sortent toujours au bon moment, si vous voyez ce que je veux dire. Alors le calendrier de l'annonce de la corruption est différent du calendrier de la corruption elle-même. Puisque pendant les affaires, si je puis dire, pendant la guerre, pendant la pandémie, il y a toujours des gens qui continuent à penser que les chemins les plus courts sont les chemins illégaux. Tant qu'on ne se fait pas prendre, évidemment, on pense que c'est facile. Plus facile que de respecter les règles du jeu. Donc, c'est vrai que les médias ne sont pas à l'abri non plus. D'ailleurs, nous, parmi les secteurs d'activité sur lesquels notre association se penche, et on va d'ailleurs préparer un colloque international là-dessus, il y a la corruption dans le milieu des médias, parce que personne n'est à l'abri. Il y en a dans tous les secteurs. Chez les journalistes se font proposer assez régulièrement des cadeaux par des entreprises qui envoient des invités chez eux, effectivement. Et ça, normalement, la déontologie le refuse. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que les affaires de corruption sortent au bon moment, souvent pendant les campagnes électorales. On a l'impression que les médias détiennent déjà des informations, des affaires de corruption, qu'ils les laissent là, de côté, pour les ressortir au bon moment. C'est ça que je voulais dire. Oui, alors c'est possible, mais en tout cas, c'est vrai que on est tout le temps en période électorale, globalement, puisque quand on aura terminé l'élection présidentielle, on va enchaîner tout de suite sur une élection législative qui n'est pas moins importante, et les questions que nous posons, nous, vont continuer à se poser. D'ailleurs, on va les reposer pour dire, bon, est-ce qu'on peut se satisfaire d'une réponse que les opérateurs extérieurs objectifs estiment médiocre. Alors parlons justement du timing, navré pour cet anglicisme. Le parquet national financier a été accusé par les partisan de François Fillon il y a 5 ans, d'avoir extrêmement accéléré la mise en examen de François Fillon dans le cadre de l'enquête sur l'emploi fictif présumé à l'époque de son épouse, Pénélope Fillon, alors que c'était en campagne électorale. Est-ce que il y a une corruption dans la corruption. Non, mais est-ce que c'est le rôle de la justice d'influencer une campagne électorale, d'accélérer pendant la campagne et ensuite de mettre plusieurs années à juger comme François Fillon ? Je crois qu'il faut quand même revenir de qui vient la critique. La critique, elle vient toujours des gens qui sont visés par des enquêtes. Bon, on comprend que personne n'a très envie de se voir traité de corrompu, voire condamné. Ça arrive, puisque c'est un pays où il y a un nombre quand même important d'anciens présidents. Et d'autant que quand vous êtes en campagne électorale, que vous êtes accusé vous êtes toujours présumé innocent, mais vous n'avez aucune chance d'être innocenté si vous l'êtes vraiment avant l'élection.
Alors, le problème de l'agenda judiciaire, il est compliqué par un autre phénomène qu'on connaît bien, qui est l'extrême pauvreté du système judiciaire. Sur les pays de l'Union européenne, nous sommes 37e, vous imaginez, en termes de moyens. Alors forcément, est-ce qu'on doit traiter en priorité une affaire politico-financière, une affaire de divorce difficile, une affaire d'accident de la route? Vous voyez, ces questions-là font que on a tendance à mettre un peu sur le même plan. Imaginez qu'un procureur en France, il traite toute l'année environ 5 millions de plaintes. Et nous sommes 2000 procureurs, vous voyez. Bon, donc tout ça montre que les calendriers peuvent être manipulés, bien entendu, mais il faut surtout que les enquêtes aillent à leur terme. C'est ça le point clé, nous semble-t-il. D'ailleurs, notre association s'intéresse surtout aux causes de la corruption et aux corrupteurs. Parce que si on ne travaille pas dans l'anticipation, eh bien on continuera d'avoir ce genre de sollicitation qui, comme vous l'avez noté, est toujours très discrète. Effectivement. Alors vous avez adressé à tous les candidats à la présidentielle un questionnaire. Pour l'instant, aucun d'entre eux, à ma connaissance, n'a encore répondu, mais le questionnaire est récent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Alors moi, j'attends des 12 candidats que nous avons sollicités, les 12 officiels, qui répondent à nos 7 questions, qui sont des questions relativement techniques, mais qui sont précises quand même sur qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes élu. Vous voulez avoir des responsabilités éminentes dans l'État. Nous vous parlons d'un fait de société, d'un enjeu clair qui est d'avoir une France propre, au sens de la corruption. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? D'ailleurs, une des questions que nous posons à nos candidats actuels, c'est qu'est-ce que vous comptez faire du parquet national financier, qui n'a pas encore déployé tout son potentiel? Qu'est-ce qu'il lui faudrait de plus au parquet national financier? Il faudrait d'abord beaucoup plus de moyens, bien entendu, parce qu'il a une sorte de file d'attente de dossiers qui du coup suscite un soupçon. C'est pourquoi vous traitez celle-ci plutôt que celle-là. Ça revient à la question précédente que vous avez posée. Donc ça, bien entendu. Là aussi, il faut un lien avec les politiques de prévention qui commencent à apparaître en France. L'éthique est un mot qui n'est plus un gros mot, même si la corruption l'est encore. Comment on fait de la prévention contre la corruption? Beaucoup de sensibilisation, de formation. Donc c'est vrai qu'il faut montrer que la corruption a un coût et qu'on peut s'en prémunir. Et quand je vous entends, pardonnez-moi, quand je vous entends dire il faut de la sensibilisation pour faire de la prévention à la corruption, j'en arrive presque à me dire, ça veut dire qu'on peut être corrompu de bonne foi? Alors, on a tous connu un sportif qui disait avoir été dopé à l'insu de son plein gré. Je dois dire qu'il arrive qu'on rencontre des élus qui, en fait, se perdent un peu dans les complexités de nos systèmes juridiques. Alors, je ne parle pas de celui qui aurait accepté un pot de vin, ce qui sont des cas assez marginaux en France, me semble-t-il. Donc, le corrompu type, même si c'est pas sa faute, c'est quoi en France? Ah non, de toute façon, quand vous êtes corrompu, vous êtes tous des adultes majeurs et vaccinés. Même si, je vais dire, le corrompu inconscient, ce serait quoi? Qu'est-ce qui peut, quel type d'erreur en fait fait qu'il va se retrouver en infraction à la loi? Parce qu'il ne mesurera pas les règles à respecter, par exemple, pour attribuer une subvention ou un marché public. Il y a des règles de concurrence, des règles de publicité, de transparence qui sont tellement gênantes qu'on est tenté de s'en affranchir. Et là, on tombe dans la loi du plus fort, c'est-à-dire la corruption. C'est ainsi qu'on peut se retrouver accusé de favoritisme, et c'est quelque chose qui arrive très souvent en France, c'est ça? Qui arrive assez souvent. D'ailleurs, le mot-clé actuellement dans ce domaine-là, c'est la prévention des conflits d'intérêts. Effectivement. Comment vous expliquez de n'avoir aucune réponse de ces 12 candidats? Est-ce que ça veut dire que la corruption ne fait pas partie des préoccupations des Français aujourd'hui? Alors, j'en suis pas là, puisqu'il faut quand même être humaniste avec les candidats qui ont beaucoup à faire, et on leur a envoyé le questionnaire la semaine dernière. Donc, globalement, on attend avec sérénité que dans les jours qui viennent, ils puissent répondre, parce que après, nous exploiterons publiquement ces réponses pour montrer quelles sont les sensibilités, quels sont les engagements. Je pense que c'est tout à fait naturel dans un débat démocratique. Il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Donc, on va, évidemment, on espère que nos 12 candidats vont répondre dans les jours qui viennent. À première vue, dans les annonces des programmes des différents candidats, on connaît tous les candidats maintenant, aucun d'entre eux ne s'est vraiment engagé sur, ou plutôt contre la corruption. Bah oui, parce que tout le monde vous dira, à ce moment, si vous l'interpellez comme ça, qu'il est contre la corruption. Mais une fois qu'on a dit ça, ça suffit pas. Et donc, je pense que répondre à nos questions sur les moyens précis qu'il faut mobiliser permettra de savoir si on est dans l'incantation ou dans l'action. Nous allons recevoir dans quelques minutes dans Politique sous influence un des responsables de la campagne numérique de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez une question particulière à lui adresser? Une seule, c'est quand est-ce qu'il envisage de me répondre? Voilà, je vous propose que Sud Radio lance l'accusé de réception et le recommandé dans une dizaine de minutes avec notre invité, puisque je le rappelle, dans quelques minutes, on reçoit l'un des responsables de la campagne numérique sur les réseaux sociaux de la France Insoumise. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, Yves Charpenel. Merci à vous. Je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver le questionnaire que vous avez adressé aux différents candidats sur le site internet de votre organisation Éthique
génération.org. Il y a un questionnaire d'ailleurs, ça s'adresse pas seulement aux politiques, ça s'adresse à tous les citoyens. Merci à vous d'être venus sur Sud Radio. Restez avec nous dans un instant. On va parler des ingérences étrangères sur la campagne présidentielle. Un vieux serpent de mer d'ailleurs, un fantasme ou une réalité. On va demander à un spécialiste les risques qui pèsent sur notre élection. À tout de suite. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Les coulisses de la campagne présidentielle, notamment sur les réseaux sociaux. Qui en veut à notre élection? Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser avec Juliette Briens. Nous parlons tout de suite des risques d'influence étrangère, ou plutôt d'ingérence étrangère sur la campagne électorale. Et nous en parlons avec notre invité Loïc Guézot. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes président du CLUSIF, c'est le club de la sécurité de l'information français. Vous êtes une organisation d'experts en cybersécurité qui sensibilise justement à la cybersécurité. Ingérence étrangère, ça c'est un mot évidemment qui fait tilt à l'oreille de tout le monde. D'abord, de quoi parle-t-on comme risque, Loïc Guézot? Alors on parle effectivement d'ingérence et aussi d'influence, puisque on est sur quelque chose qui est très ancien. Depuis que les élections existent, des puissances étrangères ont essayé d'influer sur le résultat, que ce soit l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud, la France en Afrique, et puis plus récemment la Russie vers l'Europe. Alors vous parlez de la campagne de 2017 notamment. Il y avait eu une fuite massive de mails internes de l'équipe d'Emmanuel Macron juste avant le second tour. Macron Leaks. Les Macron Leaks, ils avaient été appelés. Est-ce qu'on a su qui avait mené cette opération ? Alors, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, notamment par l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui a fait un excellent rapport qui montre que toutes les indications pointent vers la Russie, donc avec différents acteurs, avec des acteurs étatiques, des acteurs un peu plus d'une zone grise intermédiaire, puisque la cybercriminalité, les capacités techniques sont assez nombreuses et disponibles là-bas, et puis bien entendu des capacités tout à fait officielles, cette fois-ci d'influence avec les médias comme Russia Today, RT, et Sputnik, qui ont été aussi très vite pointés du doigt après l'élection par le président Macron lors de la première rencontre à Versailles. On rappelle d'ailleurs qu'Emmanuel Macron et son équipe boycottaient il y a 5 ans RT France et Sputnik, qu'ils accusaient d'être des agents d'influence et de désinformation russes. Est-ce que le risque d'ingérence est plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 5 ans ? C'est difficile à dire. En tout cas, le contexte géopolitique est beaucoup plus tendu aujourd'hui, en particulier avec la Russie, qu'il l'était il y a 5 ans. Il y a quelques moyens qui ont été déjà mis en place, préventifs, avec le bannissement des médias d'influence comme RT et Sputnik. Et puis, on a aussi maintenant un précédent qui a été bien étudié, avec en particulier la campagne de désinformation, le Macron-Gate juste avant le débat, avec des informations qui sont diffusées sur les comptes offshore, les attaques sur l'équipe de campagne, et finalement ce leak, les Macron Leaks que vous avez cités, qui ont couvert au niveau international pendant quelques jours toute l'actualité, 2 jours avant le second tour. Absolument. Qui avait pour objectif de complètement déstabiliser le candidat Macron. En tout cas, ce candidat-là, à l'époque, on se rappelle d'ailleurs Marine Le Pen lors du débat d'entre-deux tours qui faisait allusion à un compte éventuel du candidat Macron à l'époque aux Bahamas. Ça, c'était une information qui a été démentie, qui était dans le Macron Gate. Juliette. À quel point on peut imaginer que ce genre d'attaque, cyberattaque, ne viennent pas d'un gouvernement et viennent du geek anarchiste dans sa chambre, celui qu'on imagine des films un peu comme le collectif Anonymous. À quel point ces gens-là ont-ils du pouvoir et peuvent s'attaquer à des gros poissons? Loïc Guézot. En fait, techniquement parlant, on aura quasiment le même dispositif. On pourrait avoir une attaque menée par un geek solitaire qui utilise les mêmes outils. Simplement, lui, il aura vraisemblablement moins de capacité pour se masquer. Et puis surtout, il n'a pas cet objectif beaucoup plus large de miner la confiance, de déstabiliser les démocraties. Donc il va agir vraisemblablement beaucoup plus ponctuellement, alors que là, on est face à des campagnes très larges, coordonnées, et qui vont bien sûr intégrer du piratage informatique, mais beaucoup d'autres technologies, beaucoup d'autres approches, notamment
La désinformation, Oui. avec pour objectif, effectivement, comme je le disais, de miner la confiance et de saper les bases démocratiques. Alors justement, la désinformation, on en a eu un exemple assez concret dans la journée d'hier. Ça, c'était en Ukraine, ça s'appelle du deepfake, pardonnez-moi. C'est une vidéo qui montrait le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, annoncer sa reddition aux forces russes. Évidemment, c'était du faux. Ça fait partie de ces techniques qu'on n'a pas encore constatées il y a 5 ans et qui peuvent largement influencer. Complètement. C'est des techniques qu'on a commencé à suivre au Clusif à partir de 2018. Donc effectivement, c'était après l'élection 2017. On les avait pas encore vus utilisés comme ça très sérieusement. On les avait vus utilisés sous des formes humoristiques. Donc effectivement, avec par exemple des déclarations de Donald Trump qui annonçait avoir vaincu le sida. Oui. Donc ça, c'était une campagne promotionnelle, bien sûr, pour la lutte contre le sida. Mais là, on est dans un conflit armé, extrêmement violent, avec le président en exercice qui demande à ses équipes de baisser les armes. Donc Exactement. Là, on est effectivement dans l'usage le plus redouté du deepfake. Oui. Là, ça n'a pas forcément bien pris, mais évidemment, c'est une technologie qui se développe, qui est de mieux en mieux. Et on pourra s'y laisser prendre un jour. Mais justement, est-ce que le deepfake est interdit, illégal en France? Puisque je sais qu'on peut faire des choses incroyables à partir de simples applications sur nos téléphones. Loïc Guézot. Techniquement parlant, on peut pas l'interdire d'un point de vue informatique. C'est de la manipulation d'images. Maintenant, ça tombe sous les textes de loi qui existent aujourd'hui sur la communication mensongère, le détournement d'images, etc., etc. Mais dans le cas du conflit Russie-Ukraine, ça n'a pas de sens de vouloir interdire la deepfake, puisque là, on est dans un conflit où tous les moyens sont utilisés, et celui-là en particulier. Dernière question, Loïc Guézot. Nous avons un responsable de la campagne électorale d'un des candidats. C'est la campagne électorale de Jean-Luc Mélenchon. Quels conseils vous donnez aux différentes équipes de campagne pour se protéger contre les actions malveillantes, cyber notamment? Pour tout ce qui est des informations, lutte sur les réseaux sociaux, il faut avoir des cellules de veille, comme la cellule nationale Viginum, mais à la bonne échelle au niveau du parti. Puis je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu, notamment en 2017, le risque majeur, c'est l'intrusion informatique dans les systèmes de messagerie des équipes de campagne, puisque c'est l'accès au Graal, tous les plans secrets, les prévisions d'alliances. Et comment ça se fait, ce genre d'intrusion, etc. En général, ça démarre par un mail anodin, un mail de phishing, qui se prétend être officiel pour, par exemple, une remise à zéro du mot de passe du système de messagerie. Donc qui, en fait, non, c'est un site qui est sous le contrôle d'un attaquant. Et ensuite, il va pouvoir tirer la pelote et faire sa moisson d'informations et éventuellement préparer un leak. Un Mélenchon leak juste avant le deuxième tour. Effectivement, chose dont il faudrait se prémunir. Vous parlez de juste avant le deuxième tour, vous croyez pas si bien dire dans notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Jean-Luc Mélenchon est en pleine hausse. Il semble se rapprocher en tout cas de Marine Le Pen. On va en parler dans un instant. Merci Loïc Guézot. Merci. Président du CLUSIF, le club de la sécurité de l'information français. On parle de la campagne numérique des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon dans un instant sur Sud Radio. Pourquoi les Insoumis semblent-ils si nombreux sur les réseaux sociaux? Comment font-ils? Quelles sont leurs techniques? Qui sont ces gens? Tiens, c'est la question qu'on va leur demander dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à midi sur Sud Radio, les coulisses de la campagne présidentielle, notamment celles qui se trament sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, avec Juliette Briens, nous donnons la parole à un responsable d'une des équipes de campagne numérique d'un des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Léaumont. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon, la campagne du candidat insoumis. Avant de vous donner la parole, en un mot, Juliette Briens, qui pratiquait particulièrement les réseaux sociaux, qu'est-ce qui définit la campagne de la France Insoumise et les équipes de la France Insoumise sur les réseaux sociaux? Diversification des réseaux, excellent engagement. On a vu pour le mois de février les résultats de l'outil VisiBrain. Vous êtes numéro 2, juste derrière le chef de l'État. Vous vous battez, assez proche avec Éric Zemmour. On voit bien que l'engagement est bon aussi pour ce candidat-là, mais c'est quand même très bon. Et en tout cas, pour le mois de février, vous arrivez deuxième sur en gros tous les indicateurs. Et puis que ce soit en termes en nombre d'abonnés, que ce soit en termes d'engagement, donc de nombre de likes, de repartages, c'est plutôt une réussite. Sans compter la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, la chaîne qui est YouTube, une chaîne de télévision elle toute seule. Vous êtes également sur Twitch. Je pense que vous avez également un podcast.
Tout à fait, oui. Avec deux jeunes, avec Jean-Luc Mélenchon et Monsieur Mélenchon. Et il y a également, vous avez créé un peu votre propre réseau social, on va dire, avec ce site Action Populaire, tout à fait, où donc les militants peuvent organiser des rencontres entre eux, peuvent commander des programmes pour pouvoir aller les distribuer à leur immeuble. Donc bon. Et l'architecte de tout ça, c'est vous? Alors, pas pour Action Populaire, parce que pour Action Populaire, c'est Gilles Royer qui est notre développeuse, notre chef des développeuses. On est, je pense, une des rares équipes de campagne à avoir des développeurs en interne. Il y a une équipe de 6 ou 7 personnes qui travaillent au développement de ce réseau social Action Populaire, qui permet, en fait, comme vous l'avez dit, d'organiser l'action de terrain, de se rencontrer entre insoumis, de créer des groupes d'action. C'est un peu le même fonctionnement que Facebook, mais tourné vers l'action politique. Facebook ou Mythique, c'est presque aussi un site de rencontre. Vous savez, il y avait quelqu'un qui avait créé Insoumitique à un moment donné, ce qui nous avait bien fait rigoler. Mais effectivement, ça peut être aussi un petit outil de rencontre. C'est pour ça que je vous compare à Éric Zemmour, pardonnez-moi, c'est parce que vous avez aussi en fait des militants qui ne font pas partie de l'équipe officielle, vous en avez beaucoup, qui font pour vous des mèmes, qui font pour vous des petites vidéos très virales sur les réseaux sociaux, qui font des choses drôles comme Insoumitique, et ça aide. On a le Discord Insoumis qui s'est monté en fait dans la campagne de 2017. On rappelle ce que c'est que le Discord Insoumis. C'est en fait une plateforme, Discord c'est une plateforme qui normalement sert d'échange surtout pour les jeux vidéo, c'est une plateforme de messagerie instantanée en réalité, mais qui sert d'échange normalement pour le jeu vidéo, et il y a des gens qui ont décidé d'utiliser cette plateforme pour faire de l'action politique. Ils l'ont fait déjà en 2017, c'est eux qui avaient notamment créé le jeu Fiscal Combat, je ne sais pas si vous vous souvenez, le jeu dans lequel Jean-Luc Mélenchon secouait des milliardaires pour récupérer l'argent du peuple, et qui dans cette campagne également sont en train de monter un certain nombre de choses. Ils ont travaillé notamment une application de porte-à-porte, ils ont travaillé à la publication du site laec.fr, laec.fr, qui est notre programme mis en ligne, mais mis en forme d'une telle manière que c'est génial. Ils ont travaillé aussi à un outil qui permet d'aller chercher dans les vidéos de Jean-Luc Mélenchon, vous tapez un mot-clé genre écologie et pouf, vous tombez sur toutes les vidéos de Jean-Luc Mélenchon qui sont sur ce thème-là. Donc vraiment, ils font un travail qui est exceptionnel, qui est énorme et qui est très utile pour la campagne. Mais c'est décentralisé en fait. C'est totalement décentralisé. C'est pour ça que ça fonctionne énormément. C'est parce que en réalité, Jean-Luc Mélenchon dit souvent n'attendez pas les consignes. Ces gens-là se sont emparés de cette consigne. Ils n'ont pas attendu les consignes et ils ont créé des choses qui sont extrêmement utiles pour nous. Mais pour ça, il faut aussi qu'ils soient nombreux pour que justement ça fasse boule de neige. Est-ce que l'activité de la France Insoumise sur les réseaux sociaux est pas due aussi au fait que l'électorat insoumis est en moyenne plus jeune que les autres électorats et donc du coup, le militant insoumis est clairement en moyenne plus jeune que le militant zemmourien ou alors le militant LR. Par la force des choses, vous tapez juste. Effectivement, quand des gens ont plus l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux parce qu'ils sont plus jeunes, ils vont le faire davantage. Après, il y a aussi l'antériorité, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, ça fait longtemps qu'il s'intéresse aux réseaux sociaux. Et même, j'ai pour habitude de dire que chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, Jean-Luc, il est dessus. Quand c'était l'époque des Minitel, il a fait le Minitel. Quand c'était l'époque des radios libres, il a fait des radios libres. Il a d'ailleurs été le premier employeur d'Arthur. Quand c'était les blogs, il a fait des blogs. Et donc, logiquement, à l'heure des réseaux sociaux, il est en pointe sur le sujet parce que ça lui permet de gagner en liberté, en réalité. Et puis, ça lui permet aussi d'éviter les journalistes et donc d'éviter de s'énerver parce que ça lui arrive de temps en temps aussi. C'est pas forcément s'énerver. En fait, le problème, c'est pouvoir accéder au sujet de fond. Parce que ça dépend des émissions. Là, on a le temps de discuter, on a un petit peu de temps. Mais quand vous faites, par exemple, une matinale et que dans la matinale, il faut parler de la sécurité, de l'immigration, de l'islam parce que c'est le thème du moment, et vous n'avez pas le temps de parler de la 6e République, du pouvoir d'achat. Vous n'avez pas le temps de dire que demain, par exemple, on fait une marche à Paris pour la 6e République. Vous n'avez pas le temps d'expliquer tout ça. Or, sur les réseaux sociaux, vous avez la liberté du temps et vous avez la liberté des thèmes. Et ça, c'est ce qui est très utile pour nous parce que les gens qui nous suivent depuis longtemps, en réalité, ils ont pu voir que Jean-Luc Mélenchon, il défendait un programme. C'est ça qui fait qu'on est très fort sur les réseaux sociaux. C'est que vous allez chercher, vous tapez Mélenchon plus n'importe quel mot-clé, écologie, international, Russie. On a une heure de... Vous avez de la vidéo de Jean-Luc Mélenchon sur le sujet qui parle de ça. Et question importante quand même, parce que sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux politiques, on a le sentiment que ceux qui veulent se renseigner sur, par exemple, Mélenchon 6e République ou Mélenchon écologie, sont des gens qui sont déjà des sympathisants. Ils hésitent au maximum entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Pas forcément. Et il y a un outil qui est assez sympa pour regarder ça, c'est Google Trends, qui permet de voir quelles sont les recherches qui sont effectuées sur Google par des gens. Ça centralise toutes ces données-là. Et on peut voir que quand
quand il y a des prises de parole de Jean-Luc, notamment dans les médias, quand il y a des choses comme ça qui se produisent, ça crée de la curiosité et des gens vont aller chercher de l'information. Nous, notre but, en réalité, c'est que quand les gens cherchent de l'information sur nous, ils tombent sur du contenu qu'on a produit nous. Parce que s'ils tombent sur notre contenu, on sait que ça sera des choses de programmatique, des choses de fond, et qu'ils vont pouvoir avoir accès à un certain nombre d'éléments de notre programme. C'est ça notre but, c'est de convaincre les gens sur la base d'un programme. Et justement, je vais même plus loin que ça. Moi, je suis quelqu'un qui vient pas de la gauche, je viens plutôt de la droite. Si j'avais pu voter en 2007, j'aurais voté Bayrou et probablement Sarkozy au deuxième tour. J'ai été convaincu par Jean-Luc Mélenchon parce qu'il avait un programme. J'ai été convaincu à la fois par une situation politique, la crise des subprimes, la réforme des retraites de Sarkozy avec lesquelles j'étais en désaccord profond, et je suis tombé sur le livre Qu'ils s'en aillent tous de Jean-Luc Mélenchon. Je me suis dit, mais en fait, ce type dit exactement ce que je pense. Moi, mon pari, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent être dans mon cas, des gens qui peuvent être de droite, abstentionnistes, pas intéressés par la politique, regarder ce qu'on raconte, aller voir notre programme et se dire, ah bah, ok, ça va changer ma vie. Pourtant, vous connaissez le dicton, hein, quand on est jeune et qu'on est de droite, c'est qu'on n'a pas de cœur, et quand on est vieux et qu'on est de gauche, c'est qu'on n'a pas de tête. Vous n'avez pas suivi le... Je suis pas parti dans le bon sens, ouais. alors. Juliette Brias. Retour sur les réseaux sociaux, on dit souvent que la performance sur les réseaux sociaux ne se reflète pas forcément dans les intentions de vote. Et justement, j'ai vu un peu le contenu de TikTok de Jean-Luc Mélenchon. Bon, il fait carton, hein, il fait fureur chez les jeunes, le réseau social préféré des jeunes. Mais Jean-Luc Mélenchon est un des seuls à vraiment se plier aux tendances de TikTok avec les musiques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement là, à faire des choses qui ne sont... à se donner une image qui peut présidentiable? Est-ce que Mélenchon, au final, Mélenchon n'est pas un influenceur, ce n'est pas un TikToker? Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, à ce que ça se retourne contre vous? Je peux vous répondre, ça prend un tout petit peu de temps. Vous me laissez le temps de le faire. Moi, je pense ça en termes je pense ça avec les outils de Bourdieu. Bourdieu décrit la société en disant qu'il y a des champs politiques, champs médiatiques, etc. Et qu'à l'intérieur de ces champs, il y a des gens qui ont plus ou moins de capital, qui sont plus ou moins en position dominante. Si on regarde notre situation à nous, on est plutôt dominant dans le champ politique. On est Jean-Luc Mélenchon, 3e fois qu'il est candidat à la présidentielle, très connu. Et ce que Bourdieu explique, c'est que quand on change de champ, on peut utiliser une partie de ce capital, le convertir dans un nouveau champ, et que par contre, on peut en perdre une partie de ce capital. Exemple, Yannick Noah, qui était tennisman, il utilise ce capital de notoriété pour passer dans le champ de la chanson. Et ça fonctionne assez bien, mais il peut plus être tennisman pour des raisons évidentes. Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu pareil. Il est dominant dans le champ politique. En 2016-2017, il est devenu un des dominants dans le champ YouTube, qui est un champ à part entière en réalité. Ouais. Les YouTubeurs, c'est un monde à part entière. C'est un candidat influenceur. Avec des célébrités. Exactement. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon jouit de cette... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu, effectivement, vous avez un téléphone qui s'est allumé. Jean-Luc Mélenchon jouit de ces deux aspects, à la fois politique, une position dominante dans le champ politique, une position dominante dans le champ numérique, et on utilise ça pour que dans deux nouveaux réseaux sociaux, qui sont des champs à part entière, eh bien, ils puissent avoir cette position dominante. Le risque que vous pointez est juste, c'est-à-dire, si Mélenchon devient juste un TikToker, alors ça peut le discréditer en tant que candidat à l'élection présidentielle. Mais comme c'est l'ensemble qui vaut, ça ne discrédite pas, parce que Jean-Luc Mélenchon est à la fois le TikToker qui va faire des vidéos, et si vous allez regarder vraiment le TikTok de Jean-Luc Mélenchon, il y a énormément de vidéos de fond, c'est beaucoup des extraits de discours. Vous disiez on utilise la musique, mais on utilise la musique et les tendances pour mettre des extraits de discours, donc c'est du fond politique. De temps en temps, il y a un peu des blagues, mais c'est des mèmes. Mais c'est l'objet même de TikTok. Il y a aussi des vidéos mises en scène, d'ailleurs, avec le candidat lui-même. Il n'y a pas beaucoup de mise en scène. C'est-à-dire, il y a eu le lait fraise. qui a été une célébrité, où là effectivement c'est un peu mise en scène, mais c'était en fait c'est une idée de Jean-Luc. Il dit tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce qu'il était en train de travailler pour son débat avec Éric Zemmour, puis il dit bon, au bout d'un moment, quand ça fait 6 heures qu'on travaille, on a envie de faire un peu autre chose, donc on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, ah bah tiens, un petit TikTok pour faire une blague, un TikTok en mode, sur le milkshake, genre pendant que l'autre il est en train de préparer son émission, moi je bois un milkshake tranquille et tout, etc. J'ai une question pour ça, parce que c'est pas l'homme politique qui a la réputation d'être le plus patient dans la vie de tous les jours, peut-être me démentirez-vous. Il faut combien de prises pour ce genre de vidéo avec Jean-Luc Mélenchon? Pas beaucoup, parce que justement il est très c'est une éponge en réalité, Jean-Luc, et il suffit qu'il voit un contenu pour être capable de le reproduire. Notamment moi c'est sur Twitch et sur YouTube que je trouve ça le plus impressionnant. Bon, c'est Twitch en particulier, on peut se dire c'est pas le réseau social dans lequel Jean-Luc Mélenchon va être à l'aise. En réalité, c'est l'inverse. Je pense que c'est un de ses réseaux sociaux préférés, parce qu'il peut discuter avec les gens. Ça répond. Oui, c'est du live. Ça répond. Il y a le chat, c'est très interactif, donc il peut répondre à plein de trucs, il peut détailler, etc. Je ne sens pas qu'il y ait d'autres candidats sur cette plateforme. Il y a Yannick Jadot qui a essayé de faire quelque chose, mais le problème, moi je pense qu'ils ont un peu un problème, c'est que le candidat se met pas, n'investit pas assez le réseau social. Jean-Luc
pour lui, c'est quelque chose de très utile, y compris qu'il pourrait utiliser s'il devenait président de la République pour avoir un rapport direct avec les citoyens. Alors justement, vous avez parlé de Yannick Jadot. Est-ce que vous pourriez nous donner une sorte de, comment dire, un petit bulletin de notes pour les autres candidats, pas le vôtre cette fois-ci? Vous pouvez critiquer la campagne des autres. Qui est le meilleur selon vous? Qui est le moins bon selon vous? Le meilleur, je vais vous dire que c'est nous, bien sûr. À part vous. Et d'ailleurs, il y a un classement. Alors vous avez utilisé un classement VisiBrain, mais il y a Favicon qui a un autre classement qui nous place premier pour le coup. Mais qui nous place premier en ne comptant pas Twitch, sur lequel on est vraiment les seuls en réalité à avoir fait quelque chose d'un peu efficace. Vos concurrents les plus redoutables sur les réseaux sociaux? Je pense que ceux qui sont les plus actifs, qui ont le plus en tout cas pensé une stratégie numérique, qui sont pas forcément les plus efficaces, parce que je pense que c'est beaucoup de critiques de haters qui vont dessus, mais c'est chez Zemmour. En tout cas chez Zemmour, ils ont pensé une stratégie numérique. Clairement, on peut pas dire le contraire, même si je pense qu'une partie des réactions que vous évoquiez sur la participation, je me souviens plus comment on dit le mot, mais l'engagement, merci beaucoup. Oui. Je pense qu'une partie de l'engagement sur les vidéos et les contenus d'Éric Zemmour, c'est de l'engagement négatif. Nous, notre force, c'est que c'est de l'engagement positif pour beaucoup. Ça fait quand même une assez grosse différence. On voir quelques militants marcheurs ou macronistes réagir. Effectivement, il y a des critiques, mais en comparaison, il y a énormément de contenus positifs. Il y a quand même beaucoup de contenus positifs. Ils sont Donc présents. je mettrais Zemmour en deux. Après. Je pense que les seuls à essayer de faire quelque chose un peu, c'est chez Macron, mais je trouve ça extrêmement faible. En réalité, je trouve qu'à part Zemmour et nous, c'est dans cette campagne-là, je trouve les autres extrêmement faibles. Oui, je ne sais pas pourquoi. Emmanuel Macron est premier, mais Emmanuel Macron est en fait chef de l'État. Mais oui, bien sûr, parce qu'il a beaucoup de. Mais si vous allez il a fait des expériences avec, par exemple, McFly et Carlito. Oui. En termes de buzz, c'est absolument considérable. Ça a bien fonctionné, mais en même temps, moi, je suis pas sûr que ça convainque des gens. C'est-à-dire, je veux dire, ça donne une image positive, etc., si vous voulez, mais en réalité. Ça a un côté un peu faux. Et là, pour le coup, moi, je trouve que ça diminue le rôle de chef de l'État. C'est-à-dire, quand vous commencez à faire un pari que vous allez faire rentrer des gens dans des avions pour le 14 juillet, c'est pas le rôle du chef de l'État de faire ça. Et justement, pour moi, il mord le trait en faisant ça. Et justement, si Jean-Luc Mélenchon devient président, est-ce que vous arrêterez alors ces associations? On a vu des rappeurs au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Vous utilisez aussi ces personnalités-là. Est-ce que ça s'arrête demain si Jean-Luc Mélenchon devient président? Non. Mais c'est pas pareil. Un rappeur qui vient faire un événement, c'est quelque chose qui est culturel, qui est, je veux dire, Jean-Luc, il lui a pas promis que s'il était président, il allait faire un tour dans un avion. Vous voyez la différence un petit peu? On se souvient de Mireille Mathieu qui chante la Marseillaise le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy. Elle n'est pas devenue ministre. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, si jamais Jean-Luc Mélenchon devient président de la République le 24 avril prochain, clairement, on utilisera ces réseaux sociaux pour expliquer la politique que nous serons en train de mettre en œuvre. Parce qu'on a besoin, pour mettre en œuvre notre programme, d'une mobilisation populaire. Il est plus facile de mettre en œuvre le SMIC à 1 400 € si les gens dans les usines, dans les entreprises, disent au patron, maintenant vous augmentez le SMIC, sinon on arrête le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est aussi une des leçons de l'histoire, c'est que des mouvements comme les nôtres, quand ils arrivent au pouvoir, pour mettre en place des réformes progressistes, ils ont besoin d'une mobilisation populaire de masse. Parlons de stratégie électorale malgré tout, parce que même si ça paraît cynique, vous vous adressez surtout à un public de jeunes sur ces réseaux sociaux. C'est aussi le public qui vote le moins. Quelle voix savez-vous avoir converti, avoir été cherché grâce au réseau? D'ailleurs, si je peux me permettre, Jean-Luc Mélenchon est un des seuls à utiliser massivement ces réseaux sociaux pour appeler les gens à voter. Tout à fait. Ça, c'est vraiment, les autres, d'ailleurs. Vous êtes démarqué des autres dans ce sens-là. Mais parce que c'est notre grand enjeu. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion à l'heure actuelle, vous avez à peu près 30% de gens qui disent qu'ils vont pas aller voter. Ces 30% de gens peuvent faire la différence dans l'élection présidentielle. Et on sait que c'est prioritairement notre électorat. C'est des jeunes, c'est des gens qui sont le plus en difficulté, c'est les gens qui ont le plus à gagner de la mise en place du programme de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Donc nous, on essaye d'utiliser tous nos outils pour dire allez voter. Les ciblez. On cible les abstentionnistes. En fait, on cible pas spécifiquement les jeunes. C'est-à-dire, on fait pas du jeunisme. On va pas aller juste parler de, par exemple, l'allocation d'autonomie à 1 000 € par mois qui concerne les jeunes. On va parler aux jeunes de tout, de l'agriculture, de la 6e République, de l'augmentation du SMIC, de la retraite à 60 ans. Parce que un programme pour une élection présidentielle, c'est un programme qui concerne la population tout entière. Donc, y compris quand vous êtes jeune, vous pouvez avoir un intérêt à vous dire, tiens, oui, effectivement, qu'est-ce que ça va être la retraite de mes parents? Qu'est-ce que ça va être le salaire de mes parents? Qu'est-ce que ça va être
la politique écologiste qui va être mise en place dans le pays. Au niveau des institutions, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que là, juste un mot sur ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne vont plus voter parce qu'ils n'ont plus confiance dans les institutions. Ils se disent les politiques c'est tous les mêmes, tous des pourris, tous des voleurs, tous des vendus, etc. Mais ils n'ont aucun moyen, à part l'élection, pour l'instant de les dégager. Nous, ce qu'on voudrait, c'est mettre en place une 6e République dans laquelle il y ait le référendum d'initiative citoyenne qui permette justement de dégager en cours de mandat des élus. Et je le redis, demain d'ailleurs, on organise à Paris une marche, donc à 14h, place de la Bastille, donc ce 20 mars, pour la 6e République, pour demander ça. Et ça, c'est un truc sur lequel nos réseaux sociaux, justement, peuvent nous permettre de faire venir des gens qui, on peut se dire, c'est d'abord, est-ce que sur TikTok, on va être intéressé par ça ou pas, je sais pas. Mais ensuite, des gens qui viennent à un meeting comme ça, une marche à un meeting, ils peuvent se dire, finalement, je suis d'accord avec Mélenchon. Et moi, je fais le pari que des gens peuvent avoir le même sentiment que moi, ne pas être intéressés au début par la politique et ensuite s'engager. Dernière question, on a reçu il y a une vingtaine de minutes, un haut magistrat qui lance une campagne contre la corruption en France. Il a adressé à tous les candidats un questionnaire sur les mesures qu'ils s'apprêtent à prendre, ces candidats-là, contre la corruption. Vous n'avez pas encore répondu comme les autres candidats. Est-ce que vous allez relayer le message? Oui, de toute façon, la lutte contre la corruption, c'est au cœur de notre programme. Et nous avons des mesures que nous allons mettre en place qui sont des mesures extrêmement concrètes et je pense qui permettront d'arrêter. Juste un dernier petit mot, mais là, quand on voit que le gouvernement fait appel à un cabinet de conseil, McKinsey, auquel il a versé plusieurs millions d'euros et que ce cabinet de conseil ne paye pas d'impôts en France depuis 10 ans, c'est un scandale majeur. Et ce type-là de corruption doit être aussi extrêmement puni. Et moi, je veux que les gens qui sont coupables de fraude et d'évasion fiscale aillent en prison comme des voleurs qu'ils sont. On rappelle d'ailleurs, alors attention, parce que McKinsey, là, pour le coup, vous les accusez effectivement d'évasion fiscale. C'est pas tout à fait la même chose que de la corruption. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est faut regarder quoi. Le message sera passé décisément. C'était la journée des lapsus. Merci beaucoup Antoine Léaumont. Mais merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous Juliette Briens. Merci beaucoup. On vous retrouve samedi prochain, a priori avec Guillaume Bigot pour Politique sous influence, l'équipe numérique d'un autre candidat à la présidentielle. Vous avez roulé en Renault 5 ou pas Antoine Léaumont? Ouais. Ouais. Incroyable. Figurez-vous, c'était ma première voiture. Elle fête ses 50 ans, figurez-vous. C'est une voiture de collection. Et on en parle dans quelques minutes dans On parle auto avec Jean-Luc Moreau dans un instant et Laurence Perrault, c'est évidemment sur Sud Radio. Après les informations, bonne journée à vous.